Alors, j'étais hier à la Scottskirk de la rue Bayard pour écouter un concert, et dans les toilettes, il y avait l'expression les toilettes se bloquent très, très facilement. Et le mot utilisé, parce que c'était en bilingue évidemment, anglais-français, c'était bloc. Et en français, on emploie le bloc, ça s'écrit B-L-O-Q-U-E-N-T au pluriel et B-L-O-Q-U-E au singulier. Mais en anglais, on emploie bloc, B-L-O-C-K, que ce soit un pluriel ou un singulier, sauf bien entendu dans le cas de la troisième personne du singulier où on ajoute un S. Mais ça, c'est encore un autre problème. Et ça m'a rappelé toute l'influence du français oral sur la formation de l'anglais. Si l'anglais a une sorte d'opposition un peu invariable des verbes, c'est sous l'influence du français. Si l'anglais a une position un peu invariable des adjectifs, c'est l'influence du français. Le français oral, précisons bien. Après ça. Et donc, il y a cela, et en même temps, il y a un autre angle d'observation où, au contraire, les mots, l'orthographe française n'a absolument pas été modifiée. Il y a des milliers de mots français qui s'écrivent exactement comme en français. Et, bon, et ça c'est étonnant. Il n'y a aucun processus véritablement d'intégration ou de modification des mots d'origine française. La seule chose, c'est qu'au niveau de la grammaire anglaise, c'est vrai, il y a un processus qui n'a rien à voir avec le processus germanique, qui consiste à croire que, alors je crois que c'est par imitation de la classe dominante, les Normands, les gens qui ont, les Saxons qui ont voulu apprendre le français, écouter parler les Normands, et ils voyaient que dans bien des cas, on ne pouvait pas capter le pluriel. On ne pouvait pas capter le pluriel, même parfois on ne pouvait pas capter non plus le féminin. Et bon, pas dans tous les cas, mais dans bien des cas. Je les ai déjà signalés, par exemple l'adjectif pauvre ou riche, ça ne se dit pas différemment au singulier ou au français en français. Et en anglais non plus. Par exemple, si je dis il chante, je ne sais pas, il chante, si c'est il chante au pluriel ou au singulier. Donc, ils ont construit, ils ne se sont pas contentés d'emprunter un lexique français, ils ont emprunté toute une morphologie grammaticale du français, et qui n'est même pas du français, puisque ça n'est vrai que dans certains cas, ils se sont inventés un français à eux, qu'ils ont appliqué à l'ensemble de leur langue, que ce soit des mots français ou des mots non français. Bon. Donc c'est quand même remarquable. Donc on a deux mondes qui auraient dû rester distincts, le monde des francophones normands, aristocratiques, et le monde du peuple anglo-saxon, mais par un processus de mimétisme, le monde anglo-saxon, le monde de la classe inférieure, a récupéré un très grand nombre de mots de la classe supérieure. Ce n'est pas tellement au français qu'il a emprunté, c'est le langage de la classe supérieure. C'est rien au même. Enfin, ce n'est pas directement du français au sens d'une fascination pour la France en tant que telle. C'est une fascination pour la France parce que la France était en position dominante en Angleterre, par le biais de ses ressortissants, si on peut dire, normands. Alors, donc, c'est très intéressant. Et en même temps, on connaît ce phénomène, on sait très bien à quel point, dans toutes les langues, certaines formules sont empruntées à la classe supérieure. Par exemple, même monsieur ou madame sont des expressions qui, normalement, étaient réservées à la classe supérieure. Monseigneur, gente dame, etc. Bon. Maintenant, dans les WC, on met dame. Bon. Seigneur en espagnol, en italien, c'est quand même le mot seigneur. Et pourtant, on l'emploie à n'importe qui.
En anglais, sœur, c'est la même chose que monsieur d'ailleurs, mon sœur. C'est aussi quelque chose qu'on emploie, tous les enfants appellent leur père sœur. Bon, SIR, qui a rapproché évidemment de sire en français. Bon. Mais voilà, donc il y a cette espèce de... Alors est-ce que c'est une bonne chose? Je n'en suis pas certain. Je ne suis pas spécialement favorable, comme on le sait, au mélange, quel qu'il soit. Je ne suis pas spécialement favorable à ce que ce qui se passe dans un groupe A soit adopté par un groupe B. Ça ne me paraît pas une bonne chose. Il faut que chaque groupe fonctionne avec ses propres valeurs, ses propres références. Il peut y avoir... et puis alors, il y a des expériences propres à tel ou tel groupe qu'il vaut mieux qu'il garde pour lui-même. Hein, c'est-à-dire, bon, c'est pas la peine de... ce qui peut avoir un usage interne n'a pas forcément un usage externe. Donc quand un groupe fait certaines expériences, joue à certains jeux, il vaut mieux que ça reste au sein du groupe et non pas que cela soit divulgué ou diffusé en dehors du groupe. Il y a aussi une question de, pas d'obscénité, mais en tout cas de pudeur, à ne pas faire sortir certaines pratiques internes à un groupe en dehors du groupe. Donc, le cas de l'anglais n'est pas isolé. Effectivement, le français a marqué également la langue allemande. Pourquoi? Ou même la langue russe. Toujours la même chose. Pour la langue russe, c'est une évidence. L'aristocratie parlait le français, et progressivement, il y a des centaines de mots français qui sont entrés dans la langue russe. Dans le cas de l'allemand, je connais moins bien le dossier, mais on peut très vraisemblablement penser que c'est la même chose. Ce n'est pas une fascination pour un autre pays, c'est une fascination pour le fait que la culture de cet autre pays marque la classe supérieure du pays dans lequel on se trouve. Donc quand le peuple russe récupère des mots français, ils ne l'empruntent pas aux Français, alors que la classe supérieure russe sait très bien qu'elle emprunte aux Français, notamment par le biais des gouvernants, etc. Non, ils empruntent carrément le langage de la classe supérieure. Et il ne faut pas oublier que toute forme de promotion sociale passe par l'acquisition d'un certain nombre de comportements propres à la classe vers laquelle on voudrait se diriger, dans laquelle on voudrait être intégré et assimilé. C'est normal. Mais ça se fait souvent de manière sauvage, de manière incohérente. Dans le cas de l'allemand, par exemple, mais aussi vrai pour l'anglais, il y a des verbes, ce qu'on appelle les verbes français, les verbes faibles en anglais sont à 90% des verbes d'origine française. Et les verbes germaniques, ce sont des verbes forts, qu'on appelle même irréguliers, curieusement. Donc les verbes réguliers sont français, les verbes irréguliers sont en anglo-saxon. En allemand, on a un peu le même problème. On a des verbes forts qui sont germaniques, et les verbes faibles, si on peut dire, en iren, I-E-R-E-N, qui sont presque tous français. Donc, ça aboutit, au sein même de la langue, à une dualité. Il y a des choses qui sont étendues à l'ensemble de la langue, comme je viens de le dire tout à l'heure, au niveau du traitement des marqueurs de genre et de sexe, mais il y a aussi un véritable cloisonnement avec des verbes qui sont... Il y a deux types de verbes. Un premier groupe de verbes, c'est des verbes d'origine germanique. Un deuxième des groupes de verbes, c'est des verbes d'origine française. En allemand, c'est pareil. Bon. Donc c'est intéressant ce genre de phénomène qui nous interpelle sur cette lutte des classes, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, sur une certaine forme de pénurie de la classe inférieure qui récupère comme ça des bribes dans les poubelles de la classe supérieure.